Si vous avez des questions, donc on va commencer une petite révision. D'abord, si vous avez quelques questions que vous n'avez pas compris, sur tous les cours, bien sûr, que vous avez fait. Vous pouvez écrire des messages et puis, s'il y a des gens qui veulent parler, il n'y a pas de problème. Si vous avez des problèmes avec la clavicule, l'épaule, le bras, l'avant-bras, le poignet, tout ce que vous voulez, est-ce que d'abord vous avez des questions? Est-ce que vous n'avez pas compris des choses? Donc on va essayer de voir. Vous avez tout compris apparemment. Voilà le signe du tiroir. Il y a quelqu'un qui a répondu. Le signe du tiroir, vous savez que il y a le tiroir et il y a la touche de piano. Et ça, c'est dû à des lésions ligamentaires. Donc, je vais essayer de voir si je trouve mon cours. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez c'est quoi le signe du tiroir? Et là, vous voyez le signe de la touche de piano.
Donc, le signe de la touche de piano, il commence à partir du deuxième stade. Et le signe du tiroir, vous voyez que, en principe, les deux flèches sont au même niveau. Et là, vous voyez qu'il y a un décalage. Donc, ça veut dire que les ligaments, tous les ligaments qui maintiennent la clavicule sont rompus. Le ligament conoïde et le ligament trapézoïde. Je ne sais pas si on vous les a présentés. Voilà. Vous voyez que le type 1, est-ce que vous m'entendez là? Je ne sais pas si vous m'entendez. D'accord. Est-ce que vous avez vu la diapo? Vous avez vu les diapos, donc c'est bon. D'accord, d'accord. Donc vous voyez comment expliquer les choses. C'est qu'au stade 1, il y a une entorse. L'entorse, ça veut dire qu'il y a une élongation, il n'y a pas de rupture. Donc la clavicule, elle fait mal, mais elle reste en place. Dans le type 2, donc dans le type 2, je ne sais pas qui a cliqué. Ah, c'est les arrivants. Donc dans le type 2, vous avez c'est les ligaments acromioclaviculaires qui sont rompus. Et là, vous avez le signe le signe de, on appelle ça, le signe de l'ascenseur, pas de l'ascenseur, le signe du, non, je vais descendre, le signe de la touche de piano, voilà le terme que j'ai perdu. Donc vous voyez le signe de la touche de piano, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire descendre la clavicule, mais elle descend, mais quand elle remonte, elle est bloquée, donc elle est bloquée par ces ligaments, le conoïde et le trapézoïde qui sont là. Donc elle peut descendre, mais elle ne peut pas remonter. C'est comme la touche de piano. Et dans le stade 3, vous voyez que donc à partir du stade 3, 4, 5, ce que vous voulez, selon Roku. Je ne sais pas si on vous avait fait Roku ou non. Bon, c'est quelqu'un qui arrive. Voilà. Tout est rompu. Et ça va dépendre du déplacement de la clavicule. Si elle est en haut, en bas, en arrière. Et là, vous voyez que quand c'est rompu, la clavicule, elle va dans tous les sens. Donc, elle peut remonter, elle peut descendre, elle peut aller en arrière, en avant. Et c'est à partir du stade 3, vous voyez, à partir du stade 3, ça c'est le stade 4 où tout est rompu, mais à partir du stade 3, donc le stade 2, c'est la touche de piano, et le stade 3, donc au stade 3, c'est tout, la clavicule, elle peut aller dans tous les sens, en avant, en arrière, en haut, en bas, tout ce que vous voulez, parce que tout est rompu. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. On revient au... Est-ce que l'ostéomyélite peut toucher l'adulte de la même gravité que l'enfant? Oui, sa fréquence est diminuée. Ou sa fréquence est diminuée. Non, ça peut, l'ostéomyélite, elle est beaucoup plus chez l'enfant parce qu'elle se fait par voie hématogène. Elle est rare chez l'adulte. Chez l'adulte, pourquoi chez l'enfant? Parce que l'épiphyse, elle est vraiment beaucoup vascularisée. Mais chez l'adulte, la vascularisation va changer et c'est ce qui va donner que, dans ce cas, l'adulte, il fait beaucoup plus une ostéite, donc c'est tout l'os qui est touché, ou alors il fait une arthrite. D'accord? Mais l'ostéomyélite, elle est beaucoup plus chez l'enfant, elle est exceptionnelle chez l'adulte. Bon. La fracture de la jambe. Vous voulez la classification de l'os ou la classification des ouvertures? Pour Hafida Amatallah. Il y a deux. Il y a la classification de l'os et la classification de l'ouverture. Les deux.
Il y en a qui disent le 2, il y en a qui disent le 2. Bon, je vais revenir au cours. Je vais essayer de trouver le cours. Où est-ce qu'il est? Avant-bras, genou. Clavicule. Je sais pas où est-ce que je l'ai foutu, ce cours. Bassin. Pratico externe. Rotule, deux de l'avant-bras. Fracture de jambe. Voilà. Ah, ça, c'est le cours. Attendez. Je trouve le... Je sais pas s'il est là, mon cours. Est-ce qu'on l'a déjà terminé? Mais je suis belle. Bon, je vais essayer de... Je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Plateau tibio FDG. Ah, voilà. Pourquoi est-ce qu'il n'ouvre pas ça? Bon. Cours et communication. Passage. Je cherche les images.
La tour de la jambe. On a fait un seul, c'est tout. On, 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 on a été coupé apparemment. Euh, on a été coupé. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'on a été coupé, la caméra elle ne remarche plus. Mais la caméra ne marche pas apparemment. La caméra ne marche pas, oui. Je sais pas, il y a des problèmes avec... euh, l'Algérie, hein. Il a dit d'ailleurs. J'espère que vous voyez les fractures de jambes. Bon, les, les-
Là, j'espère que ça marche. Voilà. Donc, si on continue, donc voilà. Euh, vous voyez vous voyez sur cette image, vous voyez, j'espère. Je reprends. Vous voyez. D'accord. Donc, pour les fractures de la jambe, pour l'os, vous voyez qu'il y a plus, on prend la classification des fractures des os longs. Vous avez les fractures simples. Par exemple, ici, c'est une spiroïde. Ici, c'est une transversale. D'accord? Ici, c'est une spiroïde. Plutôt, ici, elle est oblique. Et là, spiroïde, et là, elle est oblique transversale. Et vous avez les fractures communitive, il y a un fracas. Donc, c'est fracassé. Et vous avez la fracture bifocale. Donc, ça, on les a fait au TD. En principe, vous les connaissez. Ça, c'est pour l'os. Pour les ouvertures, voilà. Pour l'ouverture cutanée, il faut savoir une chose. Il y a l'ouverture qu'on appelle de dehors en dedans et il y a la fracture de dedans en dehors. Ça veut dire quoi de dehors en dedans? De dehors en dedans, ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui marche dans la rue et une voiture le percute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le choc est venu de l'extérieur et il est rentré. Le choc, il est de dehors en dedans. Le pare-choc, ce pare-choc, il n'est pas propre, il est sale. Ce qui veut dire que, en tapant, donc en ouvrant la peau, le pare-choc peut transmettre les microbes. Et c'est ce qui fait qu'il y a un grand risque infectieux. Et quand ça s'infecte, ça peut ne pas consolider, ça donne une pseudarthrose suppurée. Donc l'os, il est infecté et il ne peut pas consolider parce que l'infection elle ne va pas laisser l'os consolider. Deuxième type, c'est les fractures de dedans en dehors. Ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui court ou quelqu'un qui tombe d'un lieu élevé, il va faire une fracture. Et l'os, il va se déplacer, et donc l'os, il va se casser et se déplacer. Donc, il va se casser à l'intérieur, puis sortir. Et là, il a moins de risques, ce sont des fractures graves, mais il y a moins de risques que l'infection survienne parce que l'os n'a pas été en contact avec un objet qui est souillé. D'accord? Donc, ça, c'est la première différence. Deuxième des choses, il y a les fractures, la classification type 1, type 2, type 3 de, je ne sais pas si elle est là. Je vous l'ai mis ou non. Voilà. Cauchoï du parc, il a fait 3 classes. Ça c'est la plus simple parce que les classifications qui sont plus importantes. Plus complexe. Mais Cauchoï du parc, on vous l'enseigne parce que c'est la plus simple et c'est ce qui vous permet de gérer la situation. Vous voyez que la classification de Cauchoï du parc, qu'est-ce qu'elle fait? Le type 1, c'est une petite ouverture. D'abord, pourquoi au niveau de la jambe, généralement au niveau de la jambe, c'est qu'on fait cette classification de l'ouverture cutanée. Le problème au niveau de la jambe, vous voyez, à la face interne du fémur, la face interne, l'os, il est sous la peau. Il n'y a pas de muscles qui vont le couvrir. C'est pas comme la cuisse où l'os, il est entouré de muscles. À la cuisse, il n'y a pas de problème. L'os, il est entouré. Là, la jambe à la face antéro-interne, si vous touchez, même chez vous, vous allez toucher qu'il y a l'os, il est sous la peau. Et quand l'os, il est sous la peau, il n'est pas bien vascularisé. Donc, la vascularisation, elle est mauvaise. Et qui dit vascularisation mauvaise, donc l'os ne va d'abord,
s'il se casse, il ne va pas bien consolider. Deuxièmement, si l'os se casse, il est juste au-dessous de la peau et donc il peut, vous voyez ici, il peut faire l'os saillir sous la peau. Et le but, l'os, il ne faut pas qu'il reste à l'air libre. L'os, il doit être couvert. Et le problème de la couverture, c'est ça. Donc, si vous avez une lésion, une petite lésion cutanée qu'on peut suturer, l'os ne va plus être sous la peau. Donc, il va être sous la peau, il va être couvert. Dans le type 2, vous voyez que la peau, elle est une grande lésion. L'os, il est sous la peau. Vous voyez, l'os, il est visible. Ici, l'os, il est visible. Et cette peau, donc cette ouverture, elle est de mauvaise qualité. Donc, soit qu'on va suturer, donc, soit qu'elle est suturée, mais la qualité, elle est mauvaise. Vous voyez, suture sous tension, soit que la plaie, elle est associée à des décollements et des contusions. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la peau, elle a été lésée et la vitalité de la peau, elle est douteuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lors du traumatisme, on va, on va suturer, mais on ne sait pas cette peau si elle va se nécroser ou elle va être vivante. D'accord? Donc, on va suturer sous tension. La plaie est suturée sous tension, mais elle est, et la peau, elle est de vitalité incertaine, donc de vitalité douteuse, et il y a des lésions, il y a une contusion. Donc, la peau, elle a été lésée et elle peut se nécroser secondairement. Donc, dans ce cas, on peut suturer, mais la peau, on doute. Donc, il faut garder le patient en surveillance. La peau, elle peut se nécroser. Et si la peau se nécrose, ça veut dire que l'os, il va être à nu. Et si l'os, il est à nu, ça nous pose un problème. D'accord? Donc, entre le type 1, où on peut suturer sans problème, et le type 2, où la peau, elle est douteuse, donc on suture au début, mais la peau, elle est douteuse. Donc, elle est suturable, mais douteuse. Vous avez compris. Alors que le type 3, c'est une perte de substance cutanée pré-tibia, donc en regard du tibia, non suturable. Donc, la peau, il y a une perte de substance cutanée. Donc, on ne peut pas rapprocher la peau. L'os, il restera toujours à l'air libre. Et ça nous pose un grand problème. Il faut le couvrir. Et avec quoi? C'est qu'on va ramener du muscle, de la peau. D'ailleurs, on va faire des greffes. Et coûte que coûte, il faut couvrir notre os. L'os, il ne faut pas le laisser donc à l'air. Donc, vous voyez, entre le type 1, qu'on peut suturer sans problème, l'os n'est plus à l'air libre. Le type 2, on peut suturer, mais la suture, elle est douteuse. On a peur que la peau, elle se nécrose et elle va mettre l'os à nu. Et le type 3, on ne peut pas suturer, vous voyez, il y a un délabrement. Le muscle, donc la peau, elle est déchirée, il y a des fragments de peau qui sont, et une perte de substance cutanée et musculaire. Donc l'os, il va toujours rester à l'air libre. Et là, il faut essayer de le couvrir en ramenant des lambeaux, des greffes. Il faut coûte que coûte couvrir avec quelque chose d'autre. Donc la peau à ce niveau, elle n'est plus, on ne peut plus l'utiliser, il faut ramener de la peau d'ailleurs. Voilà, ça c'est pour les fractures. Essayez de reformuler vos questions parce qu'elles ont disparu du chat. Donc, celui ou celle qui a une question, essayez de la reposer parce qu'elles ont disparu. Voilà. J'espère que j'ai répondu sur la jambe. Est-ce qu'il y a des questions aussi sur la jambe ou d'autres questions? Essayez de les redire parce qu'elles ont disparu. Donc, essayez de reprendre les questions, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous n'avez pas compris des choses? On est là pour y répondre. Lors de cette fracture isolée du scaphoïde, il y a un niveau du poignet, translation ou externe, la déformation de fourchette. Bon. Généralement, la fracture du scaphoïde ne donne pas de déformation. La déformation survient quand vous avez une fracture du scaphoïde associée à une luxation. Parce qu'on vous a pas fait le cours de la luxation rétrolunaire. La luxation rétrolunaire, la rétrolunaire, je ne sais pas s'il y a des images sur ce cours, on va voir. Là, je ne sais pas si vous avez des images. Ah, on n'a pas d'image. Je vais essayer de vous trouver des images. Je pense pas qu'il y a avec eux. J'arrive à trouver des cours. J'arrive pas à trouver des... Il n'y a pas. L'essentiel, la fracture isolée du scaphoïde, il n'y a pas de déformation du poignet en général. C'est quand il y a une luxation de tout le poignet que ça donne donc une translation interne ou externe. Ça. Et la déformation en ventre ou dos de fourchette. On dit que fracture du poignet, du radius, quand il y a un déplacement postérieur. Quand c'est un déplacement postérieur, donc ça va donner un dos de fourchette. Et s'il y a le déplacement qui est antérieur, donc ça va faire le contraire. Et quand vous avez un dos qui est courbé en arrière et le ventre qui est courbé en avant. Donc si vous avez une fracture avec un déplacement antérieur, ça veut dire que l'épiphyse, elle va aller en avant. Et elle va donner le contraire de la dos de fourchette. Elle va donner le ventre de fourchette. Je ne sais pas si tu as compris. Donc, c'est pour cela qu'on appelle un ventre de fourchette. Ça veut dire que l'épiphyse, elle est allée en avant et c'est le ventre il y a une protrusion du ventre. C'est comme une femme enceinte. Son ventre, il se déplace en avant. Et là, on dit qu'il y a un ventre de fourchette.
Voilà, c'est tout. C'est quoi un Jabla l'a écrit, non? Je ne sais pas pourquoi elle a écrit, non. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez là? Ah, d'accord. Parce qu'elle a écrit, non, c'est pour cela. Est-ce qu'elle n'a pas compris pour qu'elle dise non? Enfel Jabla. Voilà, Enfel Jabla, elle a écrit non. Elle n'a pas compris ou est-ce qu'elle n'a pas. Voilà, elle n'a qu'à m'écrire. Enfel Jabla me dit pourquoi est-ce qu'elle a dit non. Bon. Dans le fait. Voilà. L'angle de Powell, c'est l'angle entre l'axe du col du fémur et le trait ou bien le trait perpendiculaire à la tête. Je vais essayer de vous trouver ces fameuses. Je vais essayer de. L'Internet qui est lent comme ses pieds. Je vais essayer de trouver une image. Bon. Je vais essayer de trouver une image de fracture et puis on va analyser dessus. Bon, je vais vous prendre cette photo. Voilà. Ça va. Désolé du temps, mais c'est pour vous expliquer. Voilà. On va un peu l'agrandir. Ça ne marche pas. Voilà. J'espère que vous voyez. Là, on va prendre, je vais faire une couleur un peu épais. Voilà. Avec du rouge. Ou du jaune plutôt. On va prendre l'axe du fémur. Ah, là, il est trop. Il est trop. Comment revenir en arrière? En principe, non. On va l'annuler. On va supprimer. Un trait un peu moins épais. Voilà. Je vais prendre l'axe du fémur. L'axe du fémur, il est là.
Voilà l'axe du fémur. Et je vais dessiner là une perpendiculaire. Ça veut dire que le trait, il est, bon, perpendiculaire, c'est ça, à 90 degrés. Voyez. Et puis, je vais dessiner, je vais dessiner une ligne du trait le trait de fracture, il fait ça. Le trait de fracture, il fait ça. D'accord? Et puis, je vais prendre cet angle. Je vais changer de couleur avec du rose et je vais prendre cet angle. Et on va le mesurer. Si cet angle, par exemple, si voyez le... Ah, pardon. Enfin, on va le... Si cet angle, par exemple, il est là, voilà. Voilà. Il est là, ok. Si cet angle, par exemple, vous le voyez, ça c'est la perpendiculaire et l'angle... je vais changer de... Si cet angle, par exemple, il est horizontal, donc moins de 30 degrés. Donc le bleu ici, le bleu, il fait moins de... Donc il est là. Si le bleu, il est là. Si votre angle bleu, il est là. Ça veut dire que le trait, il est horizontal. Et ça, c'est le type 2. Plutôt le type 1, moins de 30 degrés. Si votre trait, je diminue moins. Si votre trait, par exemple, il est entre 30 et 50, le deuxième trait, et si le de type 3, ça c'est le type 2, et le type 3, le trait, il est, le type 3, le trait, il est très, donc supérieur. Et vous voyez. Donc, si le trait, il est presque horizontal, donc moins de 30 degrés. Si le trait, il est moins de 30 degrés, vous voyez, votre trait, il est comme ça. Je vais vous ramener deux stylos. Votre trait, ça c'est l'horizontal. Donc les deux fragments, moins de 30 degrés, donc il y a une compression. Le trait, il va comprimer. Et là, donc, quand il y a une compression, la consolidation va survenir. Si le trait, il est entre 30 et 50 degrés, donc les forces, parce que vous voyez, à plus de 60 degrés, c'est ça. Donc les forces de cisaillement, il va cisailler. Les forces de cisaillement, donc, les os, les deux os, ils vont glisser. Et là, il n'y a pas de compression. Et la consolidation, elle est difficile. À 30 degrés, pour 30 degrés, il n'y a pas de glissement. Donc, il y a une compression. Et la compression, elle favorise la consolidation. Plus de 60 degrés, il y a un glissement. Et donc, la consolidation, elle est difficile. Et entre les deux, entre 30 et 60 degrés, les forces, donc il se peut que ça va consolider ou il se peut que ça ne va pas. Donc il y a du cisaillement et il y a de la compression en même temps. D'accord? Et c'est pour cela que moins de 30 degrés, la consolidation, elle est favorable. Plus de 60 degrés, la consolidation, elle est presque impossible parce qu'il y a un cisaillement, il y a un déplacement, il cisaille. Ça veut dire qu'il y a un déplacement. Et entre les deux, entre 30 et 60 degrés, il va y avoir un... Donc les forces, elles vont s'égaliser. Les forces de cisaillement et de compression, elles vont être à peu près les mêmes, donc elles vont s'éliminer. Voilà, voilà. Donc le trait, on va dessiner la perpendiculaire au fémur et on va dessiner donc à 90 degrés de cette ligne, donc la perpendiculaire à 90 degrés. Donc on va dessiner l'axe du fémur.
la perpendiculaire à l'axe du fémur, et on va dessiner l'angle, on va tracer l'angle et mesurer cet angle par rapport à la perpendiculaire, donc par rapport au trait vert. J'espère que vous avez compris. Donc c'est ça l'angle de Powell. La fracture du quart externe de la clavicule est toujours traitement chirurgical ou par broche. Oui. Est-ce qu'une fracture déplacée ou non? La clavicule, la fracture de la clavicule, je vais essayer de voir si toujours je reviens à mes cours, je sais, clavicule, luxation, fracture avant-bras, fémur. En principe, je l'ai. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Bassin, clavicule, fracture, voilà. La fracture de la clavicule. Voilà, ça c'est. Voilà. Au trait distal. Le trait distal, vous voyez que le et ce ligament, il va y avoir le déplacement. Donc, je ne sais pas si la photo, elle est... Bon, je vais essayer d'agrandir l'image, vous allez... Je vais l'agrandir. Mon ordinateur est trop lent. Donc, vous voyez, côtière externe, quand le trait, il est en dedans des ligaments. Là, il est en dedans. Je vais vous agrandir l'autre image. Vous allez comprendre. Là, quand il est en dehors des ligaments, ce fragment, il se déplace dans le type 2. Et s'il est au milieu des ligaments, vous voyez, si ce ligament est rompu et celui-là, il n'est pas rompu, vous voyez que l'image sera de mauvaise qualité. C'est ça le problème. Vous voyez que ce ligament, s'il est en dehors ce fragment, s'il est en dehors des ligaments, il va se déplacer en haut par le sternocleidomastoïdien. Et ce ligament va rester en place. Alors que nous avons le A et le B, alors que l'autre type, vous voyez que ce ligament, il est rompu, alors que celui-là, il n'est pas rompu. Donc vous voyez, c'est en fonction de la rupture des ligaments que nous pouvons dire. Alors que le type 4, vous voyez que tous les ligaments sont rompus. Plutôt le type 3.
Le type 3, c'est tous les ligaments sont rompus. Et c'est là où il faut opérer. Donc, vous voyez, c'est en fonction de la rupture du ligament qu'il faut. Donc, et là, le type 3, le trait, vous voyez que le fragment, il garde ses connexions avec. Je ne sais pas, c'est un peu difficile de. Parce que la fracture, quand elle est totalement. Vous voyez que le trait, il est totalement en externe. Et tout ce fragment, il garde ses connexions avec les ligaments. Alors que l'autre, le trait, il est en dedans. Le trait, il est en dedans. Et ce fragment proximal, vous voyez, ici, le fragment proximal garde toutes ses liaisons. Et là, le fragment proximal, il ne garde, le fragment proximal a perdu ses liaisons. Donc, c'est le siège. Ça, c'est le tiers, mais il est un peu en dedans. Et ça, c'est le tiers, mais il est en dehors. Donc, c'est le trait de fracture qui va nous guider dans notre prise en charge. Donc, le fracture du tiers externe de la clavicule est toujours traitement chirurgical ou par bandage. Donc, c'est en fonction du siège du trait par rapport au ligament et en fonction de son déplacement. Si c'est trop déplacé, on fait un traitement chirurgical, donc on sait que les ligaments sont rompus. Ou si c'est pas déplacé, ça veut dire que le fragment, il n'y a pas de lésion. Donc le fragment garde ses attaches et là le traitement il est orthopédique. Pourquoi l'inversion adduction forcée est le mécanisme des fractures en rotation externe intraligamentaire? Voilà, je vais vous toujours on revient au cours. Voilà. Voilà. On vous a le problème. Bon, l'abduction, vous voyez le phénomène. L'abduction, vous voyez que le pied, il fait une rotation interne et une adduction. Donc, ce sont les deux. Donc, vous voyez qu'il fait une flexion plantaire. Donc, la plante, flexion, donc la plante, il va aller vers la plante, une supination et une rotation interne. Donc, vous voyez, il se met en adduction en interne. Et c'est pour cela que quand il fait une rotation interne, un mouvement facile, donc forcé, et nous allons. Ça, tu parles de la fracture en adduction. Tu vois, quand tu fais une adduction en interne, tu vas aller en interne. Vous voyez, quand ça va aller en interne, ça va se rendre en extérieur. Ici. Quand ça va aller en interne, donc l'astragale va taper contre la malléole. Et quand il va donc vous voyez, et quand il va quand il va taper contre la malléole, il va rompre le ligament qui est là. D'accord. Donc la fracture, elle est sous-tuberculaire. Là, c'est les ligaments. Donc elle est donc les ligaments ne sont pas rompus. Elle est sous le tubercule, donc sous les ligaments. Les ligaments ne sont pas rompus. Et quand il va taper contre la malléole, ça va donner une fracture, donc une fracture oblique. Ou alors
Il est vertical, le trait est vertical. Je ne sais pas si tu as compris. Donc, en faisant le pied bloqué en inversion, donc il va aller en dedans. Inversion, c'est interne. Voilà, interne. Il va aller en dedans. Je vois quand il va aller en dedans, il va étirer son ligament latéral. Soit qu'il rompe le ligament, soit comme ici, il casse la malléole. Donc ça, c'est en externe. Et les ligaments ne sont pas rompus. Et là, il va taper en dedans la malléole interne. Vous voyez l'astragale, il tape en dedans. Et quand il va taper en dedans, il va casser sa malléole interne en... Le trait, il est très oblique ou vertical. Contrairement à la fracture en abduction, vous voyez, le pied bloqué en éversion, ça veut dire il est en externe, il regarde en externe, éversion, et l'externe. Quand il va taper en externe, et la rotation, qu'est-ce qu'elle va faire? Quand il va taper en externe, il va soit rompre son ligament, soit casser la malléole, mais le trait, il est transversal. Et le ligament latéral, donc externe, il n'est pas touché, parce qu'il va taper plus haut. C'est là où il va taper. Et c'est là où il va rompre ces deux ligaments, tibio-péronnier inférieur, et il va rompre la membrane interosseuse. Donc il va rompre la membrane interosseuse. Il va y avoir une diastasie, ça va s'ouvrir. Vous voyez, le trait, il est oblique, parce que l'astragale est partie en externe. Et il a cassé sa malléole. Pour casser sa malléole, le trait, il va aller de là. Donc, les ailés de ligament rompre la membrane interosseuse et se casser à ce niveau. Voilà. Les fractures en rotation externe sus-tuberculaire. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une rotation externe. Quand il y a une rotation, donc la cheville, elle va aller en rotation externe. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc, ça va aller. Donc, l'astragale, il va aller en externe. Il va commencer par casser la malléole interne. Le trait, il est transversal en principe. Ou alors, il est spiroïde. Quand il casse en interne, l'astragale va aller en dehors. Quand ça va aller en dehors, ça va rompre parce qu'il y a une rotation. Rotation, ça veut dire que le péroné, il va tourner. Il ne va pas s'ouvrir, il va tourner. Quand il tourne, le ligament tibio-péroné antérieur, il est ouvert. Alors que le postérieur n'est pas ouvert parce que l'axe, il se fait en arrière. L'axe de rotation, donc en arrière, ça ne bouge pas. C'est comme au niveau du bassin, au niveau des ligaments sacro-iliaques. Quand il y a une ouverture, donc ça va s'ouvrir en avant. Ça va s'ouvrir en avant et en arrière, ça ne s'ouvre pas parce que ça rote. Et donc, le tibio-péroné antérieur, il est rompu. Le fibulo-tibial, il est rompu en avant. Et quand il se rompt, la membrane interosseuse, elle va, parce qu'il va tourner et parce qu'il tape, il va pousser et tourner. Quand il va tourner, il va rompre le tibio-péroné antérieur. Et quand il va pousser, il va casser avec lui, il va ouvrir la membrane interosseuse et casser le tibia. D'accord? Alors que le type 4, il va tourner rotation externe intertubérale, donc en abduction. Et vous voyez qu'il va rompre ses ligaments, il va casser la main, il va d'abord tourner, il va rompre son ligament, des fois les deux sont rompus ou arrachés. Donc vous voyez que le trait, il est entre les deux ligaments. Il va, des fois, un ou deux ligaments sont arrachés. En tournant, il va casser sa malléole et il va rompre. Donc, quand il casse la malléole, il tourne, il lève le ligament, il casse la malléole et en se déplaçant, il va arracher la malléole interne avec lui. Vous voyez, ça dépend du mécanisme.
Ici, il y a une rotation beaucoup plus, alors que là, il y a une rotation et une abduction. Alors que là, il y a une abduction, il n'y a pas de rotation, et là, il y a une adduction sans rotation. Donc, type 1, c'est une adduction sans rotation. Type 2, c'est une abduction sans rotation. Type 3, c'est une fracture rotation externe, mais le trait, il est intertuberculaire. Et l'autre, rotation externe, le trait, il est, plutôt, il est le trait, il est rotation externe sustuberculaire et la rotation externe intertuberculaire. Donc ça dépend du mécanisme que le trait il va se faire. Je ne sais pas si tu as compris. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est un peu difficile d'expliquer ça loin de vous parce qu'en principe, vous voyez ça sur les clichés juste à côté. Et, bon, est-ce que vous avez compris les, la luxation de l'épaule? On va y aller un peu rapide. Donc, la luxation de l'épaule, il est presque 11 heures. La luxation de l'épaule, vous voyez que soit que la tête, elle sort en avant, et quand elle sort en avant, donc la tête, elle va être en contact de la peau. Donc, votre sillon deltopectoral, il est comblé. L'épaule, elle va prendre une forme, par exemple, une forme, l'épaule va devenir comme ça, elle va faire le signe de l'épaulette. J'arrive pas à... Donc l'épaule, l'épaule en principe, elle est galbée comme ça. Elle est galbée. Quand il y a une luxation antérieure, l'épaule va prendre le signe de l'épaulette. D'accord? Il n'y a plus le galbe, il n'y a plus l'arrondi, elle va prendre. Et quand la tête n'est pas en place, bon, l'épaule, elle est comme ça. Et là, il y a le coup de hache. Vous allez trouver une dépression à l'intérieur. C'est le coup de hache. Et là, le bras, il est en abduction. Donc, il est en abduction. Le bras, il est en abduction. Donc, on ne peut plus remettre. Donc, on dit que l'abduction, elle est irréductible. On n'arrive pas, il est en abduction, mais on n'arrive pas à remettre en abduction. Abduction irréductible. Et si vous avez une rotation interne, donc vous avez une rotation interne, ça veut dire qu'elle est postérieure.